Bienvenue en Corse, dans le maquis de Corté. Ici, la traque du sanglier est un sport national. 16 000 bêtes sont abattues tous les ans. Les amateurs de gros gibier sont même fiers d'exhiber leurs trophées au bord des chemins. Comme partout ailleurs en France, la chasse est interdite la nuit. Face aux braconniers qui enfreignent la loi, l'État a mis en place une police de l'environnement, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Allô? En forme? Marc Perrier s'apprête à partir en mission avec ses collègues. Ça me fatigué? En France, ils sont 1300 fonctionnaires à remplir un rôle de garde-chasse. Ils dépendent du ministère de l'Environnement. Tous les ans, ils dressent 10 000 PV liés au code de la chasse. Ce soir, ils vont essayer d'interpeller des braconniers qui, d'après leurs informations, chasseraient la nuit. Ils s'équipent de gilets pare-balles. Les personnes que nous sommes amenés à contrôler ce soir seront armées. Et en général, là ce soir, nous visons plus particulièrement des personnes qui braconnent le gros gibier. Donc elles sont armées de munitions très puissantes. Alors là, ça sera ou des carabines de chasse, ou des fusils chargés à chevrotine. Voilà, on se prépare à toute éventualité. Allez, moi je charge dans les véhicules. Les hommes de Marc Perrier veulent monter un guet-apens. Ils se répartissent en 3 équipes qui vont se placer à différents points stratégiques le long de petites routes. Nous arrivons dans la zone de surveillance. C'est vous qui descendez pour le dessous de la tienne, là? Pour ne pas nous faire repérer, nous passons notre caméra en mode infrarouge qui permet de filmer la nuit. Là, comme on est là. Les agents préparent leur planque. Comme on est dans un endroit un peu plus exposé et que les reflets du véhicule peuvent nous trahir, on va mettre sur le véhicule un filet de camouflage. Nickel. Il ne reste plus qu'à attendre. Grâce à leurs jumelles à intensification de lumière, ils tentent de repérer les braconniers qui utilisent des projecteurs pour éblouir le gibier. Vers 23 h, ils entendent des tirs. Allez, let's go. On a entendu donc 2 coups de fusil et l'équipe 2 vient de nous avertir que l'individu avait été repéré au niveau du pont d'Altiane. Donc on va essayer d'intercepter le véhicule. Après 10 minutes de route, les policiers se retrouvent face au véhicule des suspects. Attention, on y va. Ils s'attendent à une interpellation difficile. Car aujourd'hui, les braconniers ressemblent de plus en plus à des délinquants chevronnés. Au lieu d'obtempérer, les braconniers font demi-tour et tentent de s'échapper. Vas-y, bloque-le là. Marc Perrier appelle une de ses équipes postée plus loin. 3 individus, 3 jeunes, 20 ans, bruns. Bon, la personne ne veut toujours pas s'arrêter, il faudrait que l'équipe 1 descende bloquée sur Corté. Voilà, quand vous descendez, vous mettez le gyro. Hein. Va doucement, voilà, c'est impeccable. Ils sont sur 200. Le type arrive, il arrive. Il va bientôt arriver sur vous. Hein. Dis-leur que ça va être chaud, qu'il ne va pas vouloir s'arrêter comme ça. Hein. Bloque-le! Arrivée en sens inverse, une autre équipe a réussi à stopper la voiture des suspects. Intervention! Le chef est très virulent. Il redoutait que la course-poursuite ne provoque un accident de la route. Allez, tourne-toi que tu vas faire comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Là maintenant, quand tu vois tu t'arrêtes quand tu vois ça. Tu as compris? En fouillant la voiture, les policiers trouvent du matériel de chasse. Donc dans la voiture, il y avait une arme qui vient de... qui était approvisionnée avec des chevrotines, des semi-magnum, voilà. Et puis
et puis une lampe, voilà, avec un contacteur donc, qui permet comme ça d'éclairer. Donc, mais voilà, tous les éléments caractéristiques du braconnage. Pas de bête? Non, pas de bête, visiblement, la bête avait été ratée. L'interrogatoire commence. Les policiers doivent retranscrire la version des faits des personnes interpellées. Des versions souvent surprenantes. Vous dites strictement ce que vous avez envie de dire, votre vérité à vous. Ça va? Donc voilà, alors je me suis arrêté faire mes besoins personnels, et c'est là que j'ai trouvé une arme chargée. Ouais, j'étais pas au courant qu'il y avait un phare dans la voiture. C'est bon, c'est rien d'autre à rajouter. Alors, persiste, non, d'abord, persiste et signe, s'il te plaît. C'est la formule... Je connais. Vous connaissez, c'est pas la première fois que vous faites. Très bien. Bon, alors persiste et signe avec moi sur mon carnet de déclaration. Les deux jeunes sont laissés en liberté. Ils seront jugés plus tard par le tribunal de Bastia. Détention illégale d'armes, chasse prohibée de nuit. Pour ce genre de délit, les peines requises tournent autour de 1 500 € d'amende et 2 semaines de prison avec sursis. Fini. Ce soir, bien joué les gars. Allez. En 2011, en Corse, 175 personnes ont fait l'objet d'un procès verbal pour infraction liée à la chasse. Ah, alors, j'ai le briquet spécial. Loin des clichés, les deux interpellés ne sont pas des jeunes de la campagne, mais des étudiants qui vivent en ville. Selon Marc Perrier, le profil des braconniers a changé. Avant, ils tuaient en petite quantité pour se nourrir. Aujourd'hui, ce serait différent. On n'est plus dans une vision bucolique du braconnier. Je crois qu'on s'en éloigne de plus en plus. On est véritablement vers on se dirige de plus en plus vers des personnes qui sont des prédateurs, sans foi ni loi, qui sont là simplement pour tirer le maximum de ce que la nature peut donner, sans s'occuper. Alors, on est très loin de l'éthique, on est très loin d'une morale ou d'un acte de chasse. Non, on est là pour prélever, on prend ce qu'il y a à prendre. Un prédateur, en voilà un. C'est ce qu'on appelle un viandard. Dans les Ardennes, cet homme avait abattu plus de 200 sangliers. Il a été condamné en 2011 à 2 ans de prison. Il avait aussi tué des dizaines de cerfs, biches et chevreuils. Dans sa cave, un atelier de découpe a été saisi. Ses congélateurs étaient remplis de viande qu'il revendait ensuite clandestinement à des restaurants et des boucheries. Il utilisait des fusils équipés de silencieux et des projecteurs. Dans les Vosges, c'est tout un réseau qui a été démantelé fin 2011. Dans les 20 maisons perquisitionnées, un arsenal d'une 50aine de fusils, une centaine de trophées de cerfs, mais aussi 70 trophées de chevreuils. Relique d'un massacre organisé. Pour rencontrer des braconniers, nous nous sommes rendus au tribunal de grande instance de Nantes. Ce 21 novembre 2011, la cour juge une quinzaine de personnes. Ici, les braconniers ne sont pas des chasseurs, mais des pêcheurs d'un poisson très recherché, la civelle. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Les civelles, ce sont ces vermicelles translucides qui sont en fait les larves de l'anguille. La civelle naît dans un seul endroit au monde, dans la mer des Sargasses, au large de Cuba. Elle met plus d'1 an pour parcourir 6000 km et atteindre les estuaires d'Europe. Puis, elle remonte les rivières et se transforme en anguille. Seuls quelques pêcheurs sont autorisés à prélever des civelles dans la limite de quotas drastiques et durant une période courte de novembre à mars. Cette pêche est très réglementée car l'anguille est classée espèce en voie d'extinction. Les braconniers, eux, pêchent sans limite avec des filets très particuliers, comme celui-ci qui a été saisi par la police. Ils déploient cette nasse en forme d'entonnoir de part et d'autre des cours d'eau. Les civelles s'y engouffrent et se retrouvent piégées à l'autre extrémité. Pour les braconniers, la civelle représente un marché très lucratif. C'est un mets de luxe qui se vend au restaurant autour de 400 € le kilo. Elle se mange en vinaigrette, en friture ou en omelette.
Au tribunal de Nantes, à la sortie de l'audience, les braconniers ont l'air plutôt détendus. 2 d'entre eux acceptent de nous parler. Pourquoi vous vouliez braconner la Civelle? Un peu comme tout le monde, gagner un peu d'argent, quoi. Vu que les moments sont durs, on a essayé de faire comme tout le monde. On a entendu parler qu'on gagnait bien notre vie, mais bon... Qu'est-ce qu'on vous a dit là-dessus? Que c'était quand même assez rentable, mais franchement, je vois pas ce qu'il y a de rentable, parce que vu qu'on se fait choper le premier soir... Et vous, dans la vie, vous faites quoi? Je suis à mon compte, je suis artisan, je travaille pour les entretiens espaces verts, et puis... Vous êtes paysagiste? Oui, paysagiste, oui. Alors donc, vu que les moments étaient durs, on a essayé de faire quelque chose à côté pour arrondir les fins de mois, mais bon, ça n'a pas été, quoi. Pêcher ça parce que j'ai perdu mon emploi. En fait, je me suis retrouvé au chômage et voilà, j'arrivais pas à retrouver d'autre emploi derrière. On m'a proposé ça. Enfin, on me l'a dit, tu vois, les autres braconniers m'ont dit qu'on pouvait un petit peu arrondir la fin de mois. C'était pas non plus exceptionnel, hein, mais ça arrondissait la fin de mois. Alors vous avez vendu à qui? Après, j'ai vendu, après, c'est délicat à d'autres braconniers. Hein. Moi, après, je suis vraiment le petit pêcheur de base, quoi. Je veux dire, après, je suis pas le gros pêcheur. Moi, après, je sais pas où ça se revend vraiment. Je donne ce que je paye, je donne ce que je pêche et voilà. Après, je vous dis, j'ai fait 200 € pour avoir pêché. Combien J'ai pêché 1 kilo. Ce jour-là, le tribunal a prononcé des peines allant de 500 à 5 000 € d'amende. Mais selon le substitut du procureur, les braconniers se sont organisés pour faire face à ce genre de condamnation. On a appris que l'année dernière et pour cette année, certains d'entre eux s'étaient collectés, avaient mis en place une caisse noire collective pour payer les amendes auxquelles ils étaient condamnés par le tribunal, une sorte d'assurance braconnage qu'ils avaient mis en place. Ça veut dire qu'ils comptent continuer justement malgré les sanctions puisqu'ils ont trouvé un moyen de les financer? C'est ça, on peut penser que les sanctions qui ont été prononcées ne sont pas suffisamment dissuasives pour ces gens-là et ont mis en place une sorte de financement collectif de la sanction pour continuer. Qui est en train de passer. Ah oui, vous êtes passé à la barre là? À la sortie du tribunal, certains braconniers tout juste condamnés reconnaissent que les peines ne sont pas assez dissuasives. Nous, on va arrêter, mais il y en a 50 qui vont recommencer. Vous êtes récidiviste, vous aviez déjà été condamné? Ça fait 2 fois, la deuxième fois. Même qu'ils mettront des amendes, je pense pas que c'est ça qui va les arrêter. Et pourquoi ça les arrêterait pas? Parce que madame, où voulez-vous qu'on prend l'argent maintenant? Pour arrondir leur fin de mois, de plus en plus de personnes se servent dans la nature. Dans leur ligne de mire, pas seulement des animaux, mais aussi des végétaux. Ce qui est nouveau, c'est que ces braconniers ne se contentent pas de chaparder quelques fruits et légumes. Désormais, ils vident les vergers et les champs auxquels ils s'attaquent. Notre enquête nous emmène à Vernouillet, dans les Yvelines. Cédric Borin est maraîcher. Ses cultures se trouvent à 2 pas d'une banlieue pavillonnaire. Depuis quelques années, il constate une multiplication des vols dans ses rangs de légumes. Il a des mauvaises surprises presque chaque matin. Là, ils ont arraché là. Donc ça hier, ça y était pas. Quand je suis passé hier, ça y était pas. Donc tout ça, là, ça a été arraché. Là. De là. Donc ils ont laissé un petit, là. 20 mètres. 20 mètres de poireaux. Ça fait 220, 230 poireaux. Ça vous fait 40 kilos. 40 kilos envolés, c'est l'équivalent de 90 € de perte. Apparemment, certains riverains préfèrent se servir dans ces champs plutôt que d'aller au supermarché. D'autres prennent de grandes quantités et les revendent. Quelques pommes de terre par-ci, quelques salades par-là, cela n'a l'air de rien. Pourtant, selon Cédric Borin, ces larcins représentent 4 000 € par an. Ça vous inspire quel sentiment quand vous arrivez le matin sur votre champ et que vous voyez que vous avez été dévalisé? Ça vous fait quoi quand vous rentrez et puis que vous avez été cambriolé? Le même effet. On est dégoûté. On me dirait mon grand-père, avant ça se passait pas comme ça, on en chopait un, on lui faisait comprendre. Lui faire comprendre, ça veut dire? Lui en mettre une bonne.
Mais c'est pas, maintenant, ça peut plus se passer comme ça. Une fois, moi, en 97, j'ai attrapé une personne et j'ai emmené cette personne-là à la gendarmerie. Donc j'explique à la personne de la gendarmerie, ben voilà, j'emmène cette personne-là parce que j'ai attrapé en train de voler dans les champs, donc je vous l'amène. Et le gendarme a dit devant le voleur, à moi, vous savez que cette personne-là, donc en parlant du voleur, peut porter plainte contre vous pour enlèvement et séquestration. Parce que je l'avais attrapé dans le camion et je l'avais emmené à la gendarmerie. Donc quand on voit ça, on se demande le droit est fait pour qui, quoi. À 2 reprises, Cédric Borin a porté plainte contre des voleurs qui ont été interpellés sur ces champs par les gendarmes. Il a gardé la réponse du tribunal dans son bureau. Donc par rapport à la première plainte que j'avais déposée, donc ça a été classé sans suite parce que les conséquences des faits dont je me suis plaint ne sont pas suffisamment graves pour que le parquet estime de faire juger cette affaire sur le plan pénal. Ouais. Et la deuxième plainte, c'est pareil, donc c'est un classement sans suite. Je le prends sous le ton de la plaisanterie, mais j'ai appris qu'il y a 2 sortes de vols. Il y a les vols graves et les vols pas graves. Donc si les tribunaux commencent à dire qu'il y a des vols pas graves et qu'il ne faut pas les punir, et pourquoi pas les voler tous les jours, 5, 6, 7, 10 euros, 15 euros, et puis on sait qu'on ne sera pas inquiété. Au parquet de Versailles, on assume. Michel Desplan, le procureur, explique que juger ces mini-vols, ce serait s'exposer à des critiques. Quelle critique on pourrait vous faire d'encombrer le tribunal ou de vous acharner sur des gens pour 3 salades? Les 2 critiques pourraient être faites, pas qu'elles seraient faites, pourraient être faites, c'est que de dire on ne juge pas devant un tribunal correctionnel des affaires de ce type et que la justice y va un peu lourdement contre ces personnes. C'est vrai que ces affaires ne sont pas faciles à traiter pour un parquet, comme les affaires, ce qu'on appelle des petites incivilités, des petites dégradations qui souvent pourrissent la vie des gens. La justice, là, par la masse des affaires que l'on traite, a parfois du mal à apporter une réponse suffisamment précise. Je le reconnais. Les braconniers ne s'attaquent pas qu'aux poireaux et autres légumes bon marché. Ils volent aussi les précieuses truffes noires, ces champignons qui valent une fortune. Nous voici dans le Périgord, dans le sud-ouest. Frédéric Serre y exploite des hectares de truffières, des bois plantés d'une variété de chênes, au pied desquels le précieux champignon se développe sous la terre. Ah, c'est bien. Allez, où? Elle est où, là? Bien, bon chien. Mais là, c'est la recherche, hein. Il faut gratter tout doucement. Vous voyez, là? Elle est énorme. Elle est multilobée. Là, il y a un 2e lobe. Alors on fait le tour comme ça pour pas l'abîmer. Voilà. Voilà, une belle truffe noire. Elle est bien noire. Alors pour savoir si elle est mûre, ce qu'on fait, on la canifle légèrement comme ça avec le couteau. Vous voyez? Elle est noire là. Ça veut dire que c'est une truffe qui est presque à maturité. Donc on rebouche bien le trou. Pourquoi? Pour éviter que les gens voient qu'on en a trouvé là. Voilà, ça c'est une des règles de base. Ça peut être un chasseur, un promeneur, un gars qui fait de la moto, du quad. Il va se dire, tiens, là il y a des trous, donc il va savoir qu'il y a des truffes là, et puis il peut éventuellement surveiller, revenir, et puis avec son chien passer la nuit et voler les truffes. Les truffes sont très convoitées car leur prix atteint des sommets. 1 200 € le kilo en pleine saison, autant que le caviar. Pour les voler, les braconniers n'ont même pas besoin de chiens. Il suffit de repérer un insecte très particulier, une mouche spéciale truffe qui se fond dans la couleur des feuilles. À l'aide d'une petite baguette, ils parcourent le sol comme ça, voilà. Ils font peur aux mouches, et dès qu'elles s'envolent, ils repèrent l'endroit où elles sont et ils creusent à cet endroit. C'est très efficace. Les mouches, s'il n'y a pas de truffe, elles ne vont pas se poser là. Ces précieux champignons ne sont pas apparus ici par hasard. Frédéric Serre a d'abord dû défricher les terres, planter des chênes, les tailler, les arroser régulièrement et attendre 15 ans avant de récolter sa première truffe. La profession estime qu'un hectare de truffière nécessite 8 000 € d'investissement. Alors, pour protéger son trésor, Frédéric Serre a camouflé dans la nature des appareils de surveillance. Yep.
Donc la zone sur laquelle on a cavé tout à l'heure est placée sous la surveillance d'un boîtier qui prend des photos ou des vidéos lorsque une source de chaleur ou une source en mouvement, un corps en mouvement, passe devant. Donc dedans, vous avez un appareil photo, et là, vous avez un flash infrarouge, ce qui fait que la nuit, au lieu que ça fasse un flash comme un appareil photo, ça émet juste une petite lumière rouge qui porte à 15 mètres. Donc tout ce qui passe devant dans un rayon de 15 mètres est photographié ou pris en vidéo. Ça coûte combien à l'unité? Alors ces modèles coûtent à peu près 250 € à l'unité. Donc il y a une réserve d'accumulateurs d'électricité, et dessous, vous avez une petite carte mémoire, que voici, qui enregistre les photos. Alors celui-là, il prend 4700 photos, je crois, sur 4 gigas. Donc là, c'est ce matin, 11h30, je suis passé, voilà le chien, et voilà l'équipe du tournage. Au milieu, en bleu, notre caméraman. Pendant que nous réalisions cette séquence, l'appareil a pris des photos toutes les secondes. Donc vous voyez, ça permet quand même d'avoir des images très nettes, d'identifier les gens, de voir s'il y a un chien, de voir s'il n'y a pas de chien. Il y a un an, Frédéric Serre a installé ses appareils photo et vidéo en haut des chênes et au ras du sol. Pour l'instant, ils n'ont filmé aucun voleur, seulement des maraudeurs, mais d'un genre un peu inattendu. Cette hantise des vols de truffes a récemment provoqué un dérapage dramatique. L'histoire s'est déroulée dans le sud-est, dans la Drôme provençale, la première région productrice de France. Dans ce décor de carte postale, un homme a perdu la vie à cause de ces précieux champignons. Décembre 2011. Ce coin de campagne est interdit au public et sous haute surveillance. Juges d'instruction, avocats, gendarmes, tous sont sur place pour la reconstitution d'un crime qui a eu lieu 1 an auparavant. Cet homme s'appelle Laurent Rambaud, un propriétaire de truffière. 1 an plus tôt, un soir de décembre 2010, Laurent Rambaud sort de sa maison armé d'un fusil à pompe. Il part faire une ronde dans ses truffières. Il aperçoit un homme qu'il prend pour un braconnier venu voler ses truffes et lui tire dessus. Ernest Pardo, un père de famille, est retrouvé mort ici, au pied de ce chêne truffier. Le père de la victime vit à quelques kilomètres de là, à Pont-Saint-Esprit. Il tient un bar dans le centre-ville. Oui. Qu'est-ce que tu vois, papa? Son fils, Ernest Pardo, était brancardier à l'hôpital de Montélimar. Un bonhomme de 44 ans avec 3 filles et une femme. Et là, tu commences ça pour 4 truffes. C'est normal, ça. C'est une honte. Il mérite la perpétuité. Le meurtrier et sa femme louaient un appartement dans cette maison avec leur fils. Aujourd'hui, Virginie Rambaud soutient son mari. L'enquête est encore en cours. Avec son avocat, Maître Faure, elle plaide la légitime défense. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de tuer pour des truffes? C'est pas tuer pour des truffes, c'est tuer parce qu'il a eu peur pour sa vie, tout simplement. Alors, quand je vois tuer pour quelques truffes, mais c'est pas ça. C'est la vie qu'on a au quotidien, c'est cette peur, cette angoisse. Et lui, il a eu peur pour sa vie. Voilà. Dans la pénombre, Laurent Rambaud aurait cru qu'Ernest Pardo tenait une arme. À cette époque, la recrudescence des vols rendait les trufficulteurs très nerveux. Par rapport au simple vol, on est passé à des vols avec répétition, des vols avec violence, peur de faire de mauvaises rencontres.
Est-ce que c'est normal d'aller travailler tous les jours dans l'angoisse, la peur? C'est plus une vie, quoi. Quand arrive le mois de novembre, nous, on vit plus, on sait que ça va être l'angoisse, le stress, la peur. Je sais que mon mari, une fois, a trouvé des voleurs sur une parcelle et a voulu les arrêter, la voiture lui a foncé dessus. Donc c'est tout un contexte de vie qu'on a tous les jours, où on vit dans la peur de se faire agresser. Le propriétaire de truffière devrait être jugé aux assises dans les mois qui viennent. Dans la région, il y a beaucoup de vols, selon les trufficulteurs. Il serait facile pour les braconniers d'écouler les champignons volés. Car en France, les ventes de truffes se passeraient de manière très opaque. Pour le vérifier, nous nous rendons à Richeranche, près de Grignan, où se déroule le plus grand marché aux truffes d'Europe, de novembre à mars. Un marché surveillé par des gendarmes armés de pistolets mitrailleurs, car ici, au plus fort de la saison, c'est presque 1 million d'euros qui changent de main chaque samedi, le plus souvent en liquide. Dans ces petits sacs quelconques se dissimule une fortune, les précieuses truffes que les producteurs viennent vendre à des courtiers. Les négociations se font à l'arrière des véhicules, à l'abri des regards. Il y en a combien de poids là? Là, il y a 4,8 kg. Je comprends mieux pourquoi vous ne voulez pas être filmé, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent là, c'est ça? Vous avez peur de me faire attaquer après? Non. Non? Non, c'est qu'il y a des choses, c'est personnel, ça ne regarde pas. Je ne demande pas après vous combien vous touchez par mois de me montrer votre fiche de paye. Ce jour-là, les courtiers achètent à 1 000 euros le kilo. 4,8 kg valent donc 4 800 euros. Du kilo. Un producteur a même apporté 27 kilos de truffes d'un coup, soit 27 000 euros, l'équivalent de 2 ans de salaire pour un smicard. Vous prenez une protection particulière quand vous repartez du marché On ne s'arrête plus. Les courtiers effectuent la majorité de leurs transactions en liquide, comme la loi les y autorise. Voilà, 88. À peu près 30% des achats sont faits par chèque et le reste en liquide. Souvent, quand c'est des petits lots comme ça, la loi nous autorise jusqu'à 1 100 euros. Donc tous les petits lots en fait, sont souvent payés en espèces, effectivement. Des transactions en liquide et sans facture. Cette absence de traçabilité laisse-t-elle la porte ouverte à ceux qui veulent vendre des truffes volées? À Richeranche, les courtiers s'en défendent. Ils prétendent que le marché est sous contrôle. Quand on ne connaît pas la personne, automatiquement on demande un paiement par chèque. Et à ce moment-là, où la personne accepte le chèque, il n'y a pas de souci. Si elle le refuse, on peut douter, donc on préfère pas acheter les truffes, tout simplement. Voilà. Et si la personne elle vient et juste 6-7 truffes, vous lui proposez aussi un paiement par chèque? Ah oui, quand on ne connaît pas les gens, oui, de manière à ne pas prendre de risques. À entendre les courtiers, les paiements se feraient par chèque pour éviter que des voleurs de truffes viennent vendre à la sauvette sur le marché. Pour vérifier si ces précautions sont prises, nous arrivons à l'improviste avec quelques truffes dans notre sac, comme le ferait un voleur. Ici, personne ne nous connaît. Bonjour, j'en ai pas beaucoup moi. Nous sommes en décembre. Les prix ne sont pas encore au maximum. Le kilo se vend ce jour-là autour de 650 euros. 650, 650. Combien 150. Je sais pas combien vous en avez. Un peu plus. Posez pour voir. 150. Combien 150 grammes. Si je vous en donne 100 euros, ça vous fait 666 euros le kilo. Ramenez au kilo. 166. C'est madame, vous êtes madame Non. Ah, Niou. N-I-H-O-U. Vous êtes de quelle commune Près de Grignan. Grignan. Nous avons donné un faux nom et une fausse adresse. Le courtier ne nous réclame pas de pièce d'identité pour vérifier. En 3 minutes, la transaction est bouclée. Merci. Et contrairement à ce que l'on nous avait assuré, tout s'est passé en liquide. Et voilà madame. Super. Merci. Bon week-end. N'importe quel voleur aurait pu en faire autant. Pour beaucoup d'observateurs, c'est ce laxisme des trufficulteurs qui permettrait aux voleurs d'écouler leurs marchandises sans se faire repérer. C'est en tout cas la conviction de Maître Roubaud,
l'avocat de l'homme tué dans une truffière à Grignan. Ces usages, cette absence de loi, a pendant un certain temps profité aux trufficulteurs. Et ils n'ont pas voulu codifier leur activité. Et quand on ne codifie pas son activité, eh bien, on se place en situation très particulière, c'est-à-dire que d'autres interviennent sur les mêmes marchés sans code. Et quand personne n'a un code, ben, il arrive aujourd'hui des drames comme celui qui s'est produit. En fait, ici, le plus dangereux pour les braconniers, ce sont plutôt les traditions locales. Vous avez des truffières, vous? Moi, oui. Ouais. Vous êtes fait voler aussi? Non, les recyclos. Ah, Et j'ai un calibre 12 qui part tout seul. Un fusil? Eh oui, bien sûr. Hein. Vous feriez ça? Vous tireriez? Ben, je pense bien, oui. Pas pour le tuer, Ah. mais il a prendre un coup dans les fesses. Hein. Enfin, ça peut tuer un coup dans les fesses. Surtout avec du gros sel et des cannes d'orge. Croyez-moi qu'il se grattera les fesses pendant un moment après. Qu'est-ce que vous voulez dire avec du gros sel et des cannes d'orge? Vous faites des cartouches avec du gros sel et des cannes d'orge. Pour de vrai, vous avez et ça? vous lui tirez ça dans les fesses et vous allez voir comment ça fait. Combien? Dans les campagnes françaises, les lois de la République se heurtent parfois à des traditions très puissantes, à tel point que les braconniers s'estiment au-dessus des règles. C'est particulièrement vrai ici, dans le sud-ouest, dans le département des Landes. Nous sommes chez Robert, un agriculteur à la retraite. Petit, 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 petit. Petit, 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 petit. Petit, petit. Apporté par Pierrette, un salmi. C'est une fricassée de pinson, un petit oiseau dont la chasse est pourtant strictement interdite. Les puristes vous diront qu'on le mange comme ça, en l'engouffrant dans la bouche. Merci, Robert. Voilà, la dégustation. Et là, il n'y avait pas la tête? Il y avait la tête que j'ai prise après le corps. Vous mangez tout d'un coup avec les os? Parce que les ailes et les cuisses, mais vous mangez tout. Les os se croquent. La tête et tout, oui. Comme un bonbon acidulé. Et un bon morceau dessus, c'est le bonheur absolu. Ce repas entre amis, aux allures de rituel, ne devrait plus exister car un arrêté de 1981 protège le pinson sur tout le territoire français. Pourtant, Robert continue à capturer ces oiseaux protégés dans son jardin. Il a une technique bien rodée. Il utilise un appelant, un oiseau en cage qui attire ses congénères. Voilà, ça c'est un pinson des Ardennes, une femelle. Celui-là appelle les autres. C'est-à-dire? Quand ils vont arriver là-dessus, tu l'appelles, ils viennent manger. Quand l'appelant chante, il attire les pinsons en liberté, qui viennent alors manger ces graines bleues que Robert a disposées sous un piège, appelé une matole. Voilà. Ça, c'est piqué sur le thé pour que l'oiseau ne l'enlève pas. On plante ça. Le pinson arrive, il touche le fil, vous voyez? C'est fragile. Il est pris. Et ça, c'est qui vous a appris à faire comme ça? J'avais 7-8 ans, même pas. Bon, j'en ai 85 passés. Robert est le quatrième d'une famille de 11 enfants. Quand il était petit, le pinson, c'était la chasse des pauvres. On chassait toute l'année. Il fallait manger. Et donc les pinsons, ça a aidé à manger sans rien payer? Ah, et on mangeait, on faisait un ragoût, la grand-mère, avec des pommes de terre, de l'oignon, et on mangeait. Voilà. Ça, c'est toujours manger le pinson. Robert a toujours chassé et pense être dans son bon droit. Pourtant, cette chasse est un acte de braconnage, comme le confirme le directeur de la très officielle Fédération départementale de la chasse, Régis Argue. Cette chasse est interdite. Aujourd'hui, il n'y a pas de dérogation pour la capture
du pinson des arbres et du pinson du Nord, puisque je pense que c'est ces deux espèces que vous visez, qui sont aujourd'hui effectivement des espèces protégées. Protégées par des textes français et protégées par la directive européenne dite directive oiseaux. Il est 6 h du matin. Dans ce convoi de voitures se trouvent des militants qui luttent contre les braconniers, avec à leur tête Alain Bougrain-Dubourg. C'est une journée formidable, il y a un lever de soleil magnifique. Cet ancien animateur de télévision est le président de la Ligue protectrice des oiseaux, la LPO. Il est connu pour son combat en faveur des tourterelles, une autre espèce protégée. Dans les années 80, il allait tous les ans dans le Médoc pour stopper les braconniers. Des rencontres violentes. La matinée s'est terminée dans la confusion à la pointe du Médoc. Tu es chez moi, tu es chez moi. Non, pas ici, c'est le domaine privé. Tu es chez moi. Allez, Tu flous dans la vague. Je suis propriétaire, je flous dans la vague. Allez, dans la vague. Dans la vague. Vous n'avez pas de Vous venez pas. Non, vous venez provoquer. Vous venez provoquer. Après plus de 20 ans de bagarre, il a remporté une bataille. Les tourterelles ne sont plus braconnées. Sans incident. Le 11 novembre dernier, il organise une opération commando dans les Landes. Après les tourterelles, son nouveau combat, ce sont les pinsons. L'objet, c'est tout simplement de libérer les oiseaux qui servent d'appelant et puis de relâcher également, évidemment, des oiseaux qui pourraient être pris dans les matolls, dans les petits pièges. Le principe de l'opération, c'est vite fait, bien fait. Voilà, il s'agit d'être efficace, pas se faire gauler. Ils sont un poil nerveux dans le coin. Ça peut être chaud, là, je peux vous dire qu'en ce moment, on a les tripes qui se serrent un peu. Voilà, c'est le début, puis après, on est dans l'action. Donc, non, en fait, on a toujours peur qu'il y ait des gens un peu excités et qui deviennent violents. Bon, c'est le risque, hein. Et je dois dire que cette fois-ci, on a pris des professionnels, garde du corps, on ne sait jamais. On n'est pas très loin du premier objectif, on va se mettre en position pour partir, quoi. Ok, on se met en demi-tour et on intervient là. Il est 8 h du matin. Le commando s'approche d'une ferme. On y va. Des militants locaux de la LPO ont effectué des repérages quelques semaines auparavant. Elle est derrière. D'après eux, des matolls seraient cachés au milieu de ce champ. Pardon ? Il est dans la tenderie. Ah putain, le mec y est. Ouais. On y va quand même ? Le paysan voit débarquer un groupe d'inconnus accompagnés de gardes du corps et de 2 équipes de télévision. Monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous savez que non, vous cachez cette caméra, s'il vous plaît. Ici, c'est propriété privée. Non, c'est propriété privée ici. Attention. Arrêtez. Ici, c'est propriété privée. Arrêtez. Attendez. Arrêtez. Moi, ici, je ne vais pas vous filmer chez vous. Alors, je vous en prie. Arrêtez, je vous dis. Je porte plainte contre vous, Vous n'avez pas le droit de tendre, vous savez. Non, vous n'avez pas le droit. Alors, expliquez-moi pourquoi. Qui vous donne le droit ? Qui vous donne le droit ? Mais qui vous donne le droit ? Oui, non, c'est interdit. Non. Juste derrière, 2 militants vont explorer ces grandes plantes. Elles ne sont pas là par hasard. Les braconniers ont coutume d'y installer leurs pièges. Rangez vos trucs. Rangez vos caméras là. Ils y découvrent une 50aine de matolls, sans pinsons piégés pour l'instant. Arrêtez de filmer, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous avez constaté. Ouais, mais ne continuez pas, quoi. Prenez des photos, vous, encore. Ah, mais regardez, mais vous faites quoi, là ? Qu'est-ce que vous faites, donc ? Vous faire le mastodonte ou quoi ? Je vous dis, monsieur, vous rentrez chez les gens. Oui. Moi, je rentre chez vous. Et je vais avoir des problèmes. C'est atteinte à vie privée ici. La différence, c'est que... Vous nous filmez. Monsieur, attendez. Vous nous filmez, vous allez en foutre plein ce soir à la télé. D'accord. La différence, c'est que moi, je ne suis pas en infraction. Et ça, c'est interdit. C'est interdit ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais là ? C'est interdit. Je peux mettre des... Le piégeage. C'est pas un piège. Je peux mettre... Je suis chez moi ici. Je paye les impôts ici. Ouais. J'ai le droit de mettre ce que je veux chez moi. Vous piégez pas les pinsons en ce moment. Non, vous piégez pas. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous prouvez ? Je suis en train de vous dire que c'est interdit.
C'est tout. Voilà. Je vous dis, moi, là, aujourd'hui, c'est atteinte à la vie privée. D'accord. On fait combat chez les gens. Vous avez vu un perso, là voilà. Vous avez vu un perso Vous rentrez bredouille, là. Je vous explique. Vous rentrez bredouille, là. Eh ben, écoutez, tant mieux. Chaque fois qu'on n'en capture pas, je suis content. Occupez-vous plutôt du problème de la Grèce. Ouais, il y a autre chose à faire. Allez. Alain Bougrain-Dubourg ne perd pas de temps. Il a programmé une dizaine d'incursions dans la journée. Allez, on y va. Monsieur Bougrain-Dubourg, il y a des gens qui disent que vous en faites un petit peu trop pour quelques oiseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas quelques oiseaux, c'est quelques dizaines de milliers d'oiseaux. Et c'est pour le respect du droit, et notamment du droit environnemental. Et quand le droit est bafoué, toute la biodiversité peut en pâtir à terme. Ce qu'il est possible de faire ici, pourquoi pas le faire ailleurs? Voilà. Et on a vu ça avec les tourterelles. Et si on n'intervient pas, c'est notre job de bénévole, et ben ça restera en l'état et ça se développera. Ça, voilà le pinson. Celui-là, on l'embarque. Qui le prend? Tiens. Station du Nord. Station du Nord? Oui. Allez. Allez, vous cassez les matoles, hein. Vous avez le droit de casser les matoles? Non, on n'a pas le droit. Pas plus qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font. C'est vraiment du braconnage industriel, ce que vous voyez là. Regardez, combien là? Une. Là, il y en a tout le long. Regardez, rien que sur cette ligne, il y en a 30. Regardez, voilà. Regardez. 1, 2, 3, 4. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Chardonneret. Chardonneret, voilà. Ça, c'est bon. Vous vous rendez compte? Celui-là, c'est une espèce protégée, un chardonneret, et il sert d'appelant. C'est honteux. C'est même pas un pinson qui chasse, c'est un chardonneret. Allez, on y va, on y va. Prenez des matoles, prenez des matoles. C'est énorme, hein. On y va, les amis, parce que ça va être chaud, là. Ces deux premières installations sont loin d'être les seules dans la région. La LPO enchaîne les descentes. Allez, on se casse. Allez, cassez-vous. Casse. Pendant ce temps-là, les braconniers se sont passés le mot. Au volant de leur voiture, ils affluent de toute la région et s'infiltrent dans le cortège de la LPO pour les intimider. Malgré tout, le commando tente une dernière opération dans la précipitation. Ah putain, il y en a un qui est pris là. Elle s'est intermouchée. Elle a peur, tiens. Elle a faim. Regarde. Voilà, celui-là, il vient d'être capturé. Celui-là, on va le libérer. Allez, hop. Allez, on y va là. On y va, on roule. Roule. Mais très vite, ils sont rejoints par les habitants. Vous non plus, madame. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vous prennent les matoles, là? C'est à vous? Ce sont des voleurs. Non, ce n'est pas à moi, mais ce sont des voleurs. Non, vous le faites à la caméra. Non, ce n'est pas à moi, c'est au voisin, là. Mais c'est interdit de chasser le pinson. Non, c'est pas interdit, c'est une tolérance. Ah, jusqu'à qu'on... On a l'autorisation. Qui est-ce qui vous a donné l'autorisation? Et le préfet donne l'autorisation. Le jour que le préfet va décider qu'on ne chasse plus rien du tout, on arrêtera. Voilà. Et vous venez chercher les choses. Qu'est-ce que vous faites là? Les matoles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu remets les matoles. Mais attendez, c'est interdit. Non, ce n'est pas interdit. Vous savez bien que le préfet donne une autorisation. Le jour que le préfet... Non, il arrive du monde. La préfecture des Landes aurait-elle donné son feu vert à une chasse interdite? Robert, que nous avions filmé, nous avait lui aussi parlé d'une tolérance. Vous avez combien de cages, là, de matoles? 50 quelques-unes. On a le droit à 80. Que vous dites jusqu'à 80 matoles, qui est-ce qui vous dit ça? Moi, j'entends ça depuis X date.
Ouais, vous vous le dites les uns les autres comme voilà. ça. C'est comme ça se dit entre nous, puis c'est tout. Ouais. Pour savoir d'où vient cette tolérance, nous avons contacté l'association des chasses à la Matole. Nous avons appelé plusieurs fois son président, Jean-Jacques Lagu. Après plusieurs vaines tentatives au téléphone, nous le retrouvons juste après l'action commando d'Alain Bougrain-Dubourg. Justine Buffard de Canal+. Je vous interdis toute image, d'une part. Hein, interdiction d'image, hein. On est bien d'accord, hein. C'est-à-dire, je voulais savoir ce que vous pensiez de leur action là ce matin. Je vous interdis toute image et je n'ai aucune déclaration à faire. Bah, vous devez... Madame Duffer, vous m'avez compris. Vous m'avez appelé 5 ou 6 fois, je vous ai expliqué. Alors arrêtez, vous avez foutu le feu à la baraque volontairement, donc arrêtez le cinéma. J'ai pas du tout foutu le feu. Je vous interdis l'image et je n'ai rien à déclarer, c'est clair. Mais pourquoi vous voulez pas parler? Parce que vous avez des choses à dire, monsieur Lagu. Vous devez penser des choses par rapport à cette chasse au pinson. Nous voulons en savoir plus sur cette supposée tolérance accordée par le préfet. Nous nous permettons d'insister. Monsieur Lagu, j'ai oublié de vous demander, parce qu'on a vu des chasseurs de pinsons ce matin, ils disent que l'association... Ils disent que votre association dit aux chasseurs qui peuvent chasser, il y a une tolérance. Est-ce que c'est vrai que vous faites passer ce message-là? Il y a plusieurs chasseurs de pinsons qui nous l'ont dit. Que le préfet autorisait et que votre association faisait passer le message comme quoi ils pouvaient chasser qui ne seraient pas verbalisés par les gardes. Aucune réponse. Nous décidons de nous rendre à Mont-de-Marsan, à la préfecture. Une telle tolérance envers des braconniers serait surprenante, car un préfet est en principe chargé de faire respecter la loi. Le préfet, Alain Zabulon, nommé il y a seulement quelques mois, ne nie pas l'existence de cette autorisation officieuse. Mais il en renvoie la responsabilité sur son prédécesseur. Alors, il y a eu par le passé un peu des tolérances qui ressemblent à ça. Est-ce qu'une tolérance donnée par le préfet, est-ce que c'est légal? Non, non. À partir du moment où la loi dit qu'il ne peut pas y avoir de chasse, une tolérance est évidemment, sur le plan juridique, forcément un peu fragile. Alors qu'il ait pu y en avoir de manière orale en disant « faites attention, n'exagérez pas trop », c'est possible, j'en sais rien, et puis j'ai envie de vous dire, quelque part, je ne veux pas le savoir. Ce que le préfet ne veut pas savoir, c'est que cette tolérance envers les braconniers vient en fait de beaucoup plus haut que la modeste préfecture des Landes. Le sénateur local socialiste Jean-Louis Carrère affirme qu'un accord a été conclu plusieurs années auparavant entre les élus du département et le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo. Selon ce pacte, les braconniers pouvaient chasser au mépris de la loi sans risquer d'être poursuivis en justice. Alors, monsieur Borloo, vous avez donné une autorisation, c'était oral ou c'était une loi? Oral, bien sûr, il n'y a pas de loi là-dessus, puisque nous ne pouvons pas légiférer, ni même... C'est un gentleman agreement. Monsieur Borloo. Voilà, nous avait donné une forme d'autorisation à la condition que ce soit excessivement maîtrisé, excessivement bref dans le temps, qu'il n'y ait pas de vente. Nous avons contacté Jean-Louis Borloo via son service communication. L'ancien ministre se défend d'avoir donné la moindre autorisation. Depuis novembre dernier, plus question de tolérance à Mont-de-Marsan. Le préfet des Landes a envoyé cette lettre à la Fédération des chasseurs. Sur injonction de Paris, il exige désormais la tolérance zéro envers les braconniers de pinsons. Les contrôles seront encore renforcés cette année et toutes les infractions relevées. Suite à cet ordre préfectoral, Jean-Jacques Lagu, le président de l'association des chasses à la Matole, affirme que les braconniers ont bien démonté leur piège. Du moins pour cette année. Le symbole le plus connu de ces petits arrangements avec la loi,
c'est l'ortolan. Cet oiseau est protégé car selon certains scientifiques, il est en voie de disparition. Or, il est lui aussi victime de braconnage. Avec l'ortolan, les impératifs écologiques heurtent de plein fouet certaines traditions culinaires nationales. La coutume dit que l'ortolan est engraissé, puis noyé dans l'armagnac, avant d'être servi à la table des plus fins palais de la République. En témoignent ces archives tournées avant 1999, une époque où chasser et manger l'ortolan était toléré. Il y a un rite, on prend la serviette, et on met la serviette comme ça, et on absorbe l'ortolan sous la serviette. Alors d'abord, ça permet, paraît-il, de garder tous les fumées de l'ortolan, et puis en plus, vous pouvez mastiquer l'ortolan. Les sucs s'extraient des os, de la chair, du sang, enfin c'est délicieux. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. C'est bon. On dit même que François Mitterrand aimait en déguster dans sa maison des Landes, à Latché. Pas facile de concilier les lois de la République avec les traditions locales. Un homme incarne ce dilemme. C'est Henri Emmanuelli, ancien secrétaire d'État chargé du budget sous François Mitterrand, ancien président de l'Assemblée nationale. A été un coup pour le contribuable. Aujourd'hui, il est président du Conseil général et député des Landes. Dans cette lettre d'août 2011, adressée au ministre de l'Écologie, il soutient une demande de dérogation qui permettrait de chasser le pinson et l'ortolan en toute légalité. J'ai apporté mon soutien et me suis engagé à ce que cette pratique puisse se maintenir. Henri Emmanuelli a refusé nos demandes d'interview. Nous allons à sa rencontre dans un village des Landes où il commémore le 11 novembre. Mais bizarrement, il a du mal à assumer cette demande de dérogation. Bonjour Monsieur Emmanuelli, Ghislaine Giffard de Canal+. Attendez, excusez-moi, mais vous nous prenez la clope au bec, c'est pas vous ça? Oui. On voulait vous voir donc au sujet de la chasse au pinson. Ah non, mais je vous ai déjà répondu. Je voulais savoir pourquoi vous aviez demandé une dérogation auprès de la ministre. Madame, d'abord vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît, tout de suite. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je vous ai dit 3 fois que je ne souhaitais pas intervenir sur ce sujet. Et pourquoi vous ne souhaitez pas intervenir? Il faut vous le dire en anglais, en marocain. Non, mais j'aimerais comprendre pourquoi vous ne souhaitez pas. Je vous ai dit non, c'est non. Oui, mais pourquoi c'est non? Mais pour qui vous vous prenez? Parce que je n'ai pas envie d'en parler, ça suffit pas comme argument. Réglementation française, directives européennes, impératifs écologiques, les campagnes françaises sont sous surveillance. Au nom des traditions ou par nécessité économique, les braconniers apparemment savent s'en accommoder.